Bonjour à tous, c'est Azur de Zoto et aujourd'hui nous allons parler du vaisseau générationnel. Un vaisseau générationnel, c'est un vaisseau qui est en fait fait pour transporter une population d'humains ou d'autres civilisations extraterrestres. Elle ne réalisera pas que la fonction de transporter une population d'une planète A à B sur plusieurs générations. Elle peut aussi réaliser la fonction de lieu d'habitation pour une civilisation. Je vais vous présenter des plans de vaisseau générationnel que j'ai imaginés et qui respectent toutes les conditions pour arriver à un vaisseau concevable. Je vous montrerai le plan en fin de vidéo. Il existe trois types de vaisseaux générationnels. La première est la sphère de Bernal, conçue par John Desmond Bernal en 1929. C'est une coquille creuse d'1,6 km de diamètre, avec une population de 20 000 jusqu'à 30 000 habitants. La sphère est remplie d'air. L'université de Stanford a fait une étude en 1975 jusqu'en 1976. Personne prédit les dimensions de cette sphère, Gerard Kitchen O'Neill, et alors la sphère ne mesurera plus qu'alors 500 mètres de diamètre. Et si on doit maintenir une gravité artificielle à son équateur, elle doit faire 1,9 tours par minute pour produire cette fameuse gravité artificielle. Ce vaisseau possède des miroirs externes qui permettent de réfléchir la lumière. Bien sûr, sur son hémisphère, il y a des matériaux transparents qui permettent de laisser passer la lumière pour atteindre l'équateur du vaisseau pour les éclairer. La sphère a été choisie par rapport à son bon rapport masse-protection contre les radiations, à cause de sa forme particulière qui répartit les radiations potentiellement traverser le vaisseau. La sphère conçue par O'Neill s'appelle Eisenhower et serait fait pour tenir 10 personnes. Le deuxième vaisseau est un vaisseau conçu par O'Neill avec l'aide de ses élèves, dont leur projet était nommé Eisenhower, est un cylindre composé de 6 tranches qui laissaient passer de la lumière. De l'autre côté, c'était des habitations et des parcelles cultivables. Le troisième vaisseau est le Thor de Stanford, mégastructure qui a été proposée pour la colonisation spatiale. Il s'agit d'un ou deux Thor, idéalement d'1,8 km de diamètre, qui tournent une fois par minute en utilisant la force centrifuge pour fournir une gravité équivalente à 0,9 à 1 G à celle de la Terre au niveau de l'anneau extérieur. Sa taille lui permettrait d'héberger jusqu'à au moins 10 000 résidents permanents. Les habitants verraient la lumière qui sera distribuée sur la surface transparente du Thor par un système de miroirs qui reflèterait la lumière. L'anneau est connecté à un noyau central grâce à des tuyaux permettant le passage des résidents et des équipements dans le noyau central. Ce noyau n'étant pas soumis à la force centrifuge générée par la rotation, les industries nécessitantes de l'apesanteur peuvent y être installées. De plus, les vaisseaux spatiaux pourront s'ancrer facilement sur ce point. L'intérieur du Thor est utilisé comme espace d'habitation pour héberger des lieux naturels et urbains. Pour un observateur, cet espace ressemble à une vaste vallée glaciaire qui se dirige vers le haut, jusqu'à se reboucler sur elle-même. La densité de population est la même dans le lieu. Ces banlieues sont très denses, avec des parties du Thor réservées à l'agriculture et d'eau aux résidents. Alors prenons les énergies les plus prometteurs pour notre vaisseau qui permet de subvenir aux besoins de la communauté des capitalistes. Nous allons réaliser un tableau de comparaison des énergies ayant des critères qui respectent ces besoins. Nous pouvons constater qu'aucune des énergies ne sont parfaites, autant qu'il n'existe pas de meilleur choix. Alors au lieu de parler du négatif, pensons des avantages au lieu du négatif pour choisir. Nous pouvons constater que la meilleure énergie est la fusion nucléaire. Elle est la meilleure et elle est parfaite pour tous les critères. Nous pouvons ajouter le solaire, car si nous voulons perfectionner le système de réutilisation de l'énergie, or nous devrions le faire. La vie dans ce vaisseau pourrait être totalement différente de la nôtre. Le mode de vie serait le fonctionnement principal de la politique du vaisseau, qui devrait s'appuyer sur plusieurs règles, comme la connaissance de l'origine de leur capture, les enjeux, doivent aussi répondre aux problèmes éthiques. Quel est leur rôle dans leur capsule spatiale et pourquoi ils doivent accepter ces conditions. Nous pouvons imaginer un régime démocratique où il existe deux classes, le peuple président
et le peuple majoritaire dans les capsules n'exerçant aucun pouvoir politique, n'ont que le droit de protester ou de voter, et le peuple gouverneur n'exerçant le pouvoir législatif et judiciaire de leur terrain, sera une seule capsule spatiale, dont environ plus d'au moins 3000 habitants qui y résident. Il y aurait 20 membres du peuple gouverneur, dont un membre est élu maire de la ville spatiale. Ces maires élus un président des capsules, car les capsules sont connectées à un réseau en bus. Le président possède 333 333 capsules connectées, où le nombre total d'individus est de 1 milliard. Il y aurait plusieurs types de capsules: les capsules agricoles, les capsules océaniques, les capsules énergétiques et industrielles, et les capsules entreprises globales dédiées à la recherche et les listes d'habitation. Alors, dans la partie des plans du vaisseau, il faut choisir le cylindre de O'Neill. Alors, nous pouvons voir les dimensions, donc 130 mètres de longueur pour 91,8 mètres de largeur. Donc, ce cylindre est complètement fermé pour la lumière, mais la lumière peut provenir de l'éclairage à l'intérieur du vaisseau. Dans les dimensions de la capsule agricole, nous pouvons voir que la coque externe fait 20 mètres de profondeur et que la coque interne fait 5 mètres d'épaisseur. Donc nous voyons toutes les dimensions. Nous pouvons voir que dans cette partie-là, on peut montrer les dimensions vers le côté de la longueur. Donc dans ces côtés-là, voir qu'il y a 4 types d'utilisation des capsules. Donc la capsule agricole, la capsule océanique, la capsule industrielle et la capsule énergétique. Voyons que à l'intérieur, dans chacune, il y a un réacteur à fusion nucléaire. Donc on met de l'hydrogène et on réutilise l'hélium produit lors de cette. On voit aussi la partie dite rotor, pour faire la fusion. Et dans cette partie rotor, ça sera le plasma dans le réacteur à fusion qui va servir à créer un champ magnétique. Et dans la partie stator, c'est pour que ça fasse un peu un générateur lorsqu'il est en rotation. Et donc toutes ces parties, elles sont connectées ensemble pour former un et unique plasma. Si nous voulons que le vaisseau soit propulsé par voile solaire à une vitesse de 10% de la vitesse de la lumière, alors il aura besoin d'une surface de 9,6 milliards de kilomètres carrés. Et s'il veut atteindre les 10%, il doit attendre une accélération, il doit avoir une durée de 100 ans au moins pour y arriver. Et si un côté de carré qui compose la surface, elle doit faire au moins une longueur supérieure à 3100 km, soit le diamètre de la Lune. Merci d'avoir regardé cette vidéo et allez, ciao!